Good Morning Business. Good Morning Business, toujours en direct sur BFM Business, et c'est l'économiste Denis Ferrand qui est avec nous. Bonjour Denis, bienvenue, directeur général de l'Institut Rexecode. On est très heureux de vous avoir Denis ce matin parce qu'on se posait cette question à la veille de cette rentrée qu'on dit très compliquée, très forte en incertitude. Comment est-ce que ça va l'économie française globalement, Denis? Comment est-ce qu'on se porte là? Écoutez, d'une certaine manière, il y a des constantes, même qu'il y ait une crise sanitaire ou pas. Il y a une constante en France, c'est qu'on sait qu'on a plutôt un moteur interne qui est assez résilient et un moteur externe qui inquiète. Eh bien, c'est un peu la même chose qui semble se passer depuis quelques mois, en tout cas depuis la sortie du confinement. On voit qu'il y a des indicateurs, notamment sur la consommation des ménages en produits manufacturés, qui sont repartis quand même assez fortement. Ça a été notamment l'accélération des achats d'automobiles, une partie des achats qui n'avaient pas été faits pendant le confinement du rattrapage reporté. Donc ça pose aussi la question de la pérennité de ce rebond, entendons-nous bien. Mais peut-être que le point qui est peu souligné d'une certaine manière, c'est l'inquiétude forte qui est revenu sur la dynamique à l'exportation. Bien entendu, notre spécialisation sectorielle avec l'aéronautique, avec l'automobile, avec le tourisme également, qui sont quand même nos fleurons, ou en tout cas qui étaient des fleurons en matière d'exportation, sont les secteurs qui sont les plus concernés par le Covid. Et donc, d'une certaine manière, cette configuration assez traditionnelle, une consommation qui soutient la croissance, qui soutient l'activité, et des exportations qui la freinent, et bien cette configuration, c'est celle que l'on retrouve depuis quelques mois et qui pourrait peut-être se prolonger, en tout cas du point de vue des exports. En termes de chiffres, alors on regarde un peu les chiffres que nous donne le gouvernement, qui nous dit on va avoir un PIB qui va plonger de 11% cette année, qui devrait remonter à 8% l'an prochain, hors effet du plan de relance. Vous êtes dans le même ordre d'idée, vous, Denis? Oui, 11%, ça peut être un peu fort désormais, parce que s'il y a eu une bonne surprise sur les chiffres qui ont été publiés par l'INSEE concernant le deuxième trimestre, c'est sur l'investissement des entreprises. On s'attendait à ce qu'il s'effondre beaucoup plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Alors, est-ce que c'est un décalage qui intervient? Mais en tout cas, il a été relativement résilient, ou plutôt sa baisse a été bien moindre. Donc je ne sais pas si on peut se réjouir complètement de cet aspect, mais en tout cas, c'était le point qui était assez positif, ce qui fait que le moins 11, aujourd'hui, nous semble peut-être un peu exagéré au regard des informations que l'on connaît. Quand le gouvernement nous dit, alors on va parler du plan de relance dans un instant, mais quand le gouvernement nous dit, nous voulons pouvoir ramener l'économie française à horizon 2022, là où elle s'est arrêtée fin 2019. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ou est-ce que ça vous paraît ambitieux? Est-ce que vous nous dites que là, on est parti de toute façon pour plusieurs années de ralentissement assez marqué? 2022, là, ça vous paraît... C'est demain 2022. Oui, tout à fait. Nous sommes sur l'idée d'un retour au niveau d'activité plutôt sur la fin de l'année 2022 qu'au début, parce que cette empreinte va être profonde. En fait, on va vraiment avoir un gel de comportement pendant un moment, parce qu'il y a des pertes de revenus, et ces pertes de revenus, de toute façon, c'est une perte de capacité à dépenser. Donc cette perte de revenus, elle est là, il faut la constater, cela va changer, cela va abaisser les anticipations de dépenses de la part des agents. Ajouter à cela tout un ensemble d'éléments qui interviennent et qui viennent changer les comportements, la transition énergétique, la transition numérique, et en fait cela pose beaucoup de questions sur les positionnements que doivent adopter les entreprises, que doivent adopter également les ménages. Donc vous avez beaucoup d'éléments qui aujourd'hui sont des facteurs de freinage quand même durable de la dépense, en tout cas d'un niveau de demande plus faible que celui que l'on peut avoir. Est-ce qu'au-delà de ça, cette crise, elle a laissé des traces sur la capacité de la France à fabriquer de la croissance, Denis? Le potentiel de croissance de la France, je crois qu'avant cette crise, c'était un peu plus d'1%, 1,1, 1,2. Est-ce qu'on a perdu des forces là finalement? C'est le risque. En fait, ce qui se passe après chaque récession, on a regardé après les récessions passées comment s'était comporté ce potentiel de croissance précisément. Et en fait, ce que l'on constate, c'est qu'après les 3 dernières récessions qu'ait connues l'économie française en 75, en 93 et en 2008-2009, la croissance française avait reculé en moyenne de 0,7 points, surtout après celle de 93 et de 2008-2009. Si on perd à nouveau 0,7 points, cela veut dire qu'on aura 0,4 de croissance potentielle en France. Vous avez 0,3 de croissance de la population, grosso modo. Donc ça veut dire 0,1 de croissance potentielle par habitant durablement au sortir de cette récession. Si on réplique et qu'il y a du passé, et pourquoi est-ce que cette croissance potentielle recule? Pourquoi est-ce qu'elle s'affaisse au sortir des récessions? Parce que précisément les comportements sont gelés, c'est-à-dire qu'on investit moins, donc on va moins faire croître le capital dont dispose l'économie pour pouvoir produire, parce qu'on produit, parce qu'il y a certes des hommes, des femmes qui sont mobilisés en emploi, mais aussi parce qu'ils ont du capital à leur disposition. Si on ralentit, si on baisse fortement et durablement le niveau d'investissement, alors c'est le potentiel de production qui s'amenuise, comme il s'est amenuisé après chacune des récessions. On a des entreprises qui investissent moins, mais comment leur reprocher d'une certaine façon? On ne sait pas où on va sur le plan sanitaire. On a des Français qui dépensent moins aujourd'hui, qui ont mis du côté quoi, 70-80 milliards d'euros
C'est aussi un des enjeux, là, c'est faire sortir un petit peu de cet argent dans les prochains mois. Denis, c'est vraiment l'idée d'éviter que se transforme cette épargne forcée, d'une certaine manière, qui a été accumulée au cours du confinement parce qu'il n'était pas possible de consommer, avec l'impossibilité de sortir, avec les fermetures de commerce. Donc, éviter que cette épargne forcée ne se transforme en une épargne de précaution parce qu'on est tétanisé devant la montée du chômage. On peut faire sortir cet argent, Denis. Est-ce qu'on peut faire sortir cet argent? C'est grave. Là, on est vraiment dans des réflexes de nature psychologique. C'est le choc sanitaire, c'est l'inquiétude face à l'emploi. Et qui va concerner aussi les enfants de ceux qui auront accumulé l'épargne, parce que cette épargne, elle a été accumulée principalement par ceux qui ont des situations en termes d'emploi qui sont relativement protégées, par ceux qui ont bénéficié notamment de l'activité partielle, qui n'ont pas vu leurs revenus baisser fortement, alors même qu'il y avait un arrêt de l'activité. Donc c'est ces personnes-là qui vont être inquiètes pour leurs enfants et qui vont économiser. C'est là qu'arrive le plan de relance que va présenter le gouvernement l'an prochain. Alors moi, j'avoue, je me pose encore la question, c'est un plan de relance pour quoi faire? Est-ce que c'est un plan de relance qui fait suite aux différents plans d'urgence? Est-ce que c'est un plan de relance pour nous ramener à horizon 2022, là où nous étions en 2019, ou est-ce que c'est un plan qui, pour vous, est censé voir plus loin? Et est-ce qu'il s'en donne les ambitions, si c'est ça, Denis, pour En fait, ce plan de relance, en fait, c'est comme toujours, il doit manipuler le court terme et le moyen terme. Il doit faire en sorte que, ce qui a déjà été fait pendant le confinement, faire en sorte que les irréversibilités, c'est-à-dire les disparitions d'entreprises, soient les moindres possibles, ou en tout cas ne concernent pas des entreprises qui avaient une situation solide et avec des perspectives devant elles, mais qui, d'un seul coup, ont vu le sol se dérober sur leurs pas. Et donc ça, c'est vraiment faire en sorte que le tissu productif solide soit toujours présent au rendez-vous. Ça, c'est l'échéance de court terme que doit continuer d'inclure en plan de relance, comme cela était déjà le cas des interventions au cours du confinement. Et puis, il y a aussi les enjeux de moyen terme. Comment est-ce que l'on profite de cette relance pour transformer fondamentalement les manières de produire dans l'économie? Comment est-ce qu'on dote l'économie d'une nouvelle orientation stratégique, alors qu'il y a précisément des choix très importants qui sont demandés du point de vue notamment de la transition énergétique. Et vous avez déjà des pays qui ont tiré les premiers. C'est évidemment l'Allemagne. Dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet. Plan à 130 milliards, effectivement. Oui, tout à fait. Mais surtout avec des orientations stratégiques assez fortes, si vous voulez, avec des choix qui sont particuliers, notamment le développement de l'hydrogène. Alors, est-ce que, quand on est dans un ensemble européen, est-ce que l'on doit avoir des orientations stratégiques qui vont se retrouver totalement orthogonales par rapport à celles que mettront en place les Allemands? Donc il y a aussi cet enjeu de coordination vis-à-vis des autres plans de relance qui ont été adoptés par les pays européens, qui permettent de donner de la cohérence. C'est un regret, vous, apparemment, qu'on ne soit pas plus coordonnés davantage que ça avec les Allemands, avec les Italiens qui ont dégainé beaucoup plus vite que nous aussi aujourd'hui. Comment est-ce que vous le regardez, ce plan de relance tel qu'il se précise, vous? Est-ce que pour vous, il y a le début d'un commencement de réponse à ces enjeux de demain? Voilà, une nouvelle stratégie pour la France. Est-ce que ce plan y répond pour vous, Denis? On va encore avoir les détails. Mais en tout sur cas, les montants, ne serait-ce que sur les montants, 100 milliards, on peut mettre ce qu'on veut derrière un chiffre de 100 milliards. Sur les montants, c'est vrai qu'il y a déjà le point sur lequel nous avons suffisamment attiré l'attention à Rexecode pour ne pas s'en réjouir quand ce point est évoqué, c'est évidemment les impôts de production. Cette idée d'une baisse de 10 milliards des impôts de production qui sont vraiment une atypie totale de l'économie française par rapport à nos équivalents européens, c'est déjà une nouvelle importante. Encore faut-il que cette mesure soit pérennisée dans le temps. Si c'est pour la mettre en place pendant 2 ans et le réintroduire après, ce sera totalement perdu et on ne sera pas sur une trajectoire d'amélioration de la compétitivité. Parce que ce plan de relance, il doit être pensé par rapport à des enjeux stratégiques, mais il doit être aussi pensé par rapport aux faiblesses fondamentales de l'économie française. Et on revient à notre point initial, qui est véritablement remis en lumière pendant la période du confinement, qui est cette difficulté à exporter et qui a été poussée à l'extrême parce que cette configuration du Covid porte sur ce qui était plutôt nos points forts, quand il y en avait encore. Il y aura des mesures aussi, notamment pour soutenir l'export. Ça fera partie des mesures qui seront détaillées. Il nous reste une grosse minute 30, mais quand même, la question du chômage, Denis, est-ce que les chiffres du chômage vont grimper considérablement? Il y aura beaucoup d'entreprises qui vont soit licencier, soit effectivement arrêter d'engager des personnes en intérim. Ça ne va pas se traduire automatiquement tout de suite dans les chiffres du chômage, mais comment est-ce que vous voyez la rentrée qui se profile là? Sur la rentrée, c'est surtout qu'on va avoir un changement dans la nature de l'évolution de l'emploi. C'est-à-dire que pendant le confinement, les emplois qui ont été perdus, c'était l'intérim, c'était les contrats à durée déterminée, c'était les périodes d'essai qui ne se renouvelaient pas, et donc c'était tous les volants de la flexibilité qui étaient actionnés. Désormais, le risque, c'est de voir un autre type d'emplois disparaître. Ce sont des emplois qui vont être beaucoup plus durables, c'est-à-dire des emplois plutôt en CDI qui vont disparaître du fait de mesures de licenciement qui vont intervenir. Parce que de toute façon, quand vous avez une perte de revenus dans l'économie, ce sont des entreprises qui se trouvent en moindre capacité à embaucher et employer. Quand on parlait tout à l'heure de la baisse de l'investissement des entreprises, c'est simplement parce que c'est quasiment le seul volant sur lequel les entreprises ont la possibilité de jouer quand elles sont confrontées à une perte de chiffre d'affaires aussi brutale que celle qu'elles ont connue. Donc c'est un ajustement
exactement. On imagine qu'on va être aux environs de 800 000 chômeurs en plus, 800 000 à 1 million de chômeurs en plus par rapport à ce que cela a été le cas avant le... 600 000 postes, plus de 600 000 postes détruits déjà depuis le début de l'année, nous disait l'INSEE il y a quelques semaines. Voilà. Et vous dites 800 000, 1 million d'ici la fin de l'année, a priori, Denis. Enfin, en 2021. Sur 2021, voilà. Oui, parce qu'en gros, on aura un niveau d'activité qui en 2021 sera 5% inférieur à celui que l'on aurait pu estimer attendre. 5% d'activité en moins, vous le répartissez entre un peu moins de productivité et un peu moins d'emplois, et c'est ça qui vous donne à peu près le million d'emplois en moins. Ce plan de relance, il sera présenté la semaine prochaine. Est-ce que vous reprochez certains reproches au gouvernement d'avoir dégainé un petit peu trop tard par rapport à nos amis allemands, italiens? Pour vous, est-ce que non, il fallait avoir les moyens financiers de le faire? Voilà, c'est pas forcément le cas. Pas forcément, parce que ce qui est quand même important dans un plan de relance, c'est qu'il soit relativement coordonné déjà en termes de timing, coordonné également en termes de stratégie. Et s'il est bien pensé, s'il est bien construit, un plan de relance, enfin ça vaut le coup de bien réfléchir. Mais sa force de frappe sera d'autant plus effective que l'argent sera dégainé très vite aussi, Denis. C'est ça. Alors la question nous dit que certaines sommes ne seront pas dégainées avant 2021. C'est ça aussi le problème. Et c'était aussi le cas du plan de relance européen, en particulier le plan de relance européen qui s'échelonne sur plusieurs années. Donc oui, il risque d'y avoir un retard à l'allumage, mais l'urgence de toute façon sur la relance, c'est déjà d'éviter ce que l'on appelle ces irréversibilités. Plan de relance qui sera présenté effectivement mardi prochain par le gouvernement. Merci beaucoup Denis. Merci d'être venu nous voir ce matin. Denis Ferrand, économiste, directeur général de l'Institut Rexecode avec nous sur BFM Business.